Bonsoir à tous, donc, je suis Rémi Pradal. Bonjour, je suis Toukira Rosetta. Et donc ce soir, on va vous présenter un petit peu une architecture qu'on a eu l'occasion de mettre en place. D'abord, une petite présentation de ce qu'on va vous présenter ce soir. Donc d'abord, on va vous présenter en fait, qu'est-ce qui nous a amené à avoir une telle architecture sur notre projet. Donc, on va vous exposer un petit peu les problématiques auxquelles on a dû faire face, qui expliquent le choix d'architecture qu'on a fait. Dans un deuxième temps, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec une partie un peu plus technique où on va vous montrer en fait, quels sont les outils proposés par le framework Android qui nous ont permis de mettre en place une telle architecture et de la mener à bien. Et dans un troisième temps, on va passer plus sur une phase de Rex, sur nos recommandations pour vous, si jamais vous avez envie de mettre une telle architecture, pour savoir si c'est une bonne idée ou pas, quels sont les gros avantages et éventuellement les faiblesses. D'abord, la première question qu'on peut se poser, évidemment, c'est plusieurs APK pour une seule app. Pourquoi? Pourquoi, en fait, ce truc-là? Quelle drôle d'idée. Donc, pour revenir à ça, je vais vous présenter un petit peu le projet sur lequel on travaille actuellement depuis maintenant à peu près 2 ans. Donc, c'est un projet pour le compte de la SNCF qui s'appelle Cosmo. Donc, Cosmo pour contrôle et services en mobilité. En fait, c'est tout simplement l'outil que vont utiliser les contrôleurs dans le futur, même qui commencent déjà à utiliser, pour contrôler les gens dans les trains et éventuellement dresser des procès-verbaux ou faire des régularisations vraiment embarqués dans les trains. Donc c'est un projet qui est de taille assez importante, donc on est une quarantaine sur le plateau projet, avec notamment 10 développeurs front. Donc vous pouvez vous rendre compte que voilà, on attend quand même une masse de développeurs assez importante, donc c'est un assez gros projet pour nous. Les développements sont en cours depuis 2 ans. On est toujours en mode build, même si on a déjà déployé certains scopes fonctionnels du projet en production. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très gros et qui continue. Donc on est sur une architecture qui est en perpétuelle évolution, même si on est capable d'avoir un petit peu de recul sur maintenant comment est-ce que ça se passe. Du coup, juste pour le contexte aussi, nous travaillons du coup sur un device qui est totalement custom, qui est basé sur Android, mais qui a été élaboré par un constructeur pour les besoins des contrôles de billets. Et du coup, l'application Cosmo, le projet Cosmo, c'est aussi une application, du coup c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Et c'est une application qui est à destination des professionnels. Pourquoi je précise que c'est professionnel? Parce que ça change du coup au niveau des contraintes que ça implique. Parce que c'est une application que les gens vont utiliser pendant 8 heures par jour. Donc ils ont besoin de stabilité et de comment dire ça, de fiabilité. Donc par rapport à ça, on s'est posé des questions sur comment structurer notre application pour qu'on puisse à tout moment être resettable facilement. La problématique, c'est typiquement quand on a une application qui a 4 features, quand on va commencer à rajouter une nouvelle feature, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va devoir resetter la nouvelle feature, mais aussi resetter toutes les features qui sont embarquées dans l'application. Tout ça pour assurer du coup cette stabilité. Sauf que cette manière de fonctionner est très lourde et nécessite du coup un très long de recette. Du coup, on en est arrivé à choisir une autre architecture qui est de subdiviser notre application en plusieurs petites applications. Ça, ce sera totalement transparent pour l'utilisateur. Ce sera uniquement technique, où donc on a une application qui sera de façade, et à l'intérieur on aura plusieurs applications. Et du coup, pour revenir à la problématique qu'on a eue à l'instant, c'est si on rajoute une nouvelle feature, on va la rajouter donc dans une sous-application, on n'aura à resetter que cette application-là. Ce qui nous permet du coup d'éviter de resetter toutes les autres applications qui sont autour, et donc faciliter la recette. Donc maintenant, quels sont les outils qu'on a pu utiliser pour permettre en fait cette subdivision d'applications? Donc la première chose que vous pouvez vous demander, évidemment, c'est qu'est-ce qu'il en est du déploiement d'applications. Ce qu'on n'avait pas envie, c'est que ce soit aux utilisateurs de devoir manuellement aller chercher tous les différents APK sur un store, les installer, gérer les mises à jour et devoir finalement s'assurer que de la cohérence des différents APK que nous avons développés puisse former un ensemble cohérent et qui soit fonctionnel. Donc pour ça, on a pu utiliser
donc des outils qui nous permettent de rendre tout ceci transparent pour l'utilisateur. Donc si vous êtes des développeurs et que vous avez l'habitude de mettre à disposition les applications sur un store public, sur le Play Store, évidemment c'est quelque chose qui va être assez compliqué. Mais là on est dans le cadre d'une application qui est à destination des professionnels. Donc du coup ce qu'on peut se permettre de faire, c'est utiliser autre chose qu'un store, store public ou même qu'un simple store privé. Donc si on reprend un petit peu les différentes caractéristiques qu'il peut y avoir pour ces moyens de déployer les applications, donc on a d'abord le store public. Donc ça, tout le monde connaît, c'est le Play Store. C'est accessible par n'importe qui. Et les installations et les mises à jour doivent s'effectuer sur l'action de l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui va devoir installer, mettons, nos 3 ou 4 APK pour être sûr que ça va fonctionner. Dans un deuxième temps, il y a aussi ce qu'on appelle les MAM, donc Mobile Application Manager. Donc si vous utilisez OkiApp pour faire par exemple de la distribution pour vos PO, pour vos équipes de recettes, vous utilisez un Mobile Application Manager, ou plus communément appelé MAM. Donc le MAM, il va permettre de pouvoir mettre à disposition plusieurs APK à une cible plus restreinte d'utilisateurs. On va avoir une certaine gestion des droits qui va être possible grâce à ces MAM. Si on va encore un peu plus loin, on a également les Mobile Device Manager, ou MDM. Donc en fait, Mobile Device Manager, c'est comme un MAM, sauf qu'en fait, on va avoir un contrôle encore plus fort sur le device. Donc le contrôle, il va pouvoir aller sur notamment les applications qui sont installées. On va pouvoir bloquer certaines fonctionnalités qui sont d'habitude disponibles par défaut sur Android. Donc, par exemple, nous, on avait envie de désactiver les fonctionnalités de SMS et de téléphone pour que les agents qui sont sur le terrain ne l'utilisent pas, parce qu'ils n'ont pas besoin de l'utiliser. Donc on va avoir la possibilité de désactiver certaines fonctionnalités, mais également on va pouvoir forcer certaines installations et forcer certaines mises à jour. Donc là, c'est en particulier cette fonctionnalité-là qui nous a intéressés, puisque du coup, on va pouvoir être sûr que nos utilisateurs, quand ils ont leur device en main, eh ben, ils ont en fait tous les APK qui sont bien installés sur le téléphone et qu'ils n'aient pas effectué ces opérations un peu fastidieuses et un petit peu de maintenance à la main. Maintenant, quelques caractéristiques pour entrer un peu dans les choses un peu plus concrètes sur le projet Cosmo. Donc, le projet Cosmo, c'est 16 modules Gradle et 5 APK qui sont générés. Donc, en fait, tout notre scope fonctionnel est divisé en 5 APK. Si on veut redéployer l'ensemble des fonctionnalités sur un device, on a 5 APK à livrer. Donc, on a également utilisé une interprétation de la clean architecture, ce qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'on a autant de modules Gradle. Et donc en fait, vous voyez que c'est un projet qui est quand même assez gros, avec pas mal de complexité. Donc on a dû utiliser certains petits tricks que Touki va vous présenter tout à l'heure pour bien utiliser Gradle, afin que tout se passe de façon optimisée et qu'on n'ait pas à faire de duplication. Donc dans le cadre de Stalk, vous imaginez bien qu'on ne va pas vous présenter toute l'archi dans sa globalité, parce que ça serait un peu compliqué et je pense que c'est pas forcément pertinent pour ce qui est le plus intéressant. Donc du coup, on va se limiter en fait à 3 applications. Donc la première application qu'on va appeler AppMain, qui est en fait la landing page de l'ensemble fonctionnel que constitue Cosmo. Ensuite, quand on sélectionne par exemple Control à bord, on a une deuxième application, un deuxième APK qu'on a appelé AppControl, qui va être finalement l'APK dans lequel on va effectuer les scans de billets, les scans de cartes Navigo par exemple, pour vérifier si la personne a bien le droit ou non de se trouver dans ce train-là. Et ensuite, on a un troisième niveau, on a un troisième APK, qu'on a appelé ici AppRegule, qui va être le contexte dans lequel on va mettre des PV aux personnes si jamais, par malheur, ils se trouvent dans le mauvais train. Ils n'ont pas de billets. Voilà, et on a également un module. On a également un module qui va finalement regrouper certaines fonctionnalités communes, qui va mutualiser du code, qu'on a appelé donc Common, un module Common, et qui va être tiré par chacun de nos apps. Donc la première chose, enfin la deuxième chose après le déploiement, c'est comment est-ce qu'on va faire de la navigation d'un APK à un autre. Donc pour ça, on a utilisé un mécanisme que je pense que la plupart d'entre vous connaissez, qui est très connu sur Android, c'est qu'on a fait appel aux URI schemes.
Donc le fonctionnement qu'on a, c'est le suivant. Donc sur AppMain, on va déclarer dans le manifeste une icône, un launcher. Ça va être le point d'accès de tout le scope fonctionnel pour les agents et pour les utilisateurs. Ils vont voir uniquement ce point d'accès-là. Et ensuite, pour avoir accès aux autres APK, et bien dans les autres APK, on ne va pas définir de launcher. Donc du coup, il n'y a pas de point d'accès visible dans le launcher Android. Mais par contre, on va définir des URI schemes. Donc ici, par exemple, pour Regule, Cosmo ://Regule. Et de même, une URI scheme un petit peu similaire, mais différente, pour App Control. De cette façon-là, quand on va lancer un intent avec ces URI schemes, et bien, automatiquement, on va pouvoir afficher une activité d'un de ces APK. Donc, voilà, très simplement, un petit bout de code qui montre comment est-ce qu'on va définir les points d'entrée pour App Control ou App Regule. Et bien, dans notre manifeste, au lieu de définir les intent filters d'un launcher classique, on va avoir uniquement un data où on va définir le scheme et lost. Et de cette façon-là, on sait que quand on va faire un intent avec une URI qui va être Cosmo ://control, on va arriver directement sur notre control activity. Donc de cette façon-là, on va pouvoir avoir de la redirection d'un APK à un autre de façon totalement transparente pour l'utilisateur. Il ne va même pas se rendre compte qu'il est passé d'un APK à un autre. Donc pour nous, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc c'était parfait. Alors ensuite, on s'est posé un autre problème aussi, qui était que, pour des raisons d'isolement et pour bien compartimenter nos APK, on avait envie qu'on ait nos liens qui soient un petit peu agnostiques. C'est-à-dire que si on a envie de rentrer un peu plus en profondeur dans un sous-domaine fonctionnel, donc ici de contrôle, ben, on n'avait pas envie d'avoir des liens spécifiques pour chacune des actions qu'on va faire. Donc pour ça, ce qu'on a mis en place, c'est qu'en fait, on n'a qu'une seule URI scheme qui va être utilisable. Donc ici, on est sur notre land page d'AppMain. On va appeler Cosmo Control. Et ensuite, on va avoir une redirection qui va être faite au sein de chacune des apps. C'est chacune des apps qui va être responsable de la redirection de l'utilisateur vers l'écran qui va être le plus pertinent pour lui. Donc si on reprend notre exemple, normalement, dans le flow classique du contrôleur, donc il est sur sa land page, il clique sur un bouton, hop, il passe dans App Control. Là, normalement, il doit choisir un train, le train qu'il veut contrôler. Et ensuite, une fois qu'il l'a choisi, il est redirigé encore vers une autre activity qui va être celle que vous avez vue sur le screenshot, l'activity dans laquelle le contrôle se fait réellement. Sauf que s'il a déjà renseigné son train, et bien en fait, on n'a pas envie de devoir afficher cet écran intermédiaire de choix du train. Donc plutôt que d'avoir notre AppMain qui est conscient de toute cette logique, cette petite mécanique interne qui est propre à l'APK de contrôle, eh ben, on a décidé qu'on avait une redirection qui était faite dans la toute première activity qui est triggered en fait par l'URI scheme. Et donc c'est elle, avant même d'afficher la moindre chose dans la UI, qui va rediriger vers éventuellement une activity qui va être plus appropriée. Donc de cette façon-là, on peut vraiment avoir une isolation qui va être quasiment complète entre nos différents APK, mais en même temps avoir des flows un petit peu complexes de redirection d'utilisateurs vers des écrans qui sont pertinents, comme on pourrait le faire avec un seul APK classique. Du coup, là on parlait du coup du fait d'utiliser plusieurs applications. Ça implique quoi? Ça implique premièrement du coup au niveau des dépendances. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on aura dans chaque application des dépendances qui seront un peu répétitives. Typiquement le cas de retrofit qu'on utilisera partout. Donc l'idée était donc de mutualiser tout ça. En faisant quoi? En définissant des constantes au niveau du Gradle parent du projet. On définira les composants dont on a besoin et aussi la version qu'on va utiliser de manière égale partout. Du coup, qu'est-ce qu'il nous restera à faire après? C'est d'aller dans chaque application et uniquement faire référence à ces constantes-là, ce qui nous permettra du coup de changer les versions qu'une seule fois. On a aussi eu du coup la problématique il y a plusieurs codes qui se répètent au fur et à mesure. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé une librairie, comme je pense que beaucoup d'entre vous le font, on a utilisé une librairie pour stocker et les ressources dont on a besoin et les utilitaires ou le code qui se duplique. C'est assez facile, dans le sens où on a juste à du coup, rajouter les dépendances dans chaque application, qui va utiliser du coup le module common dont parlait Rémi tout à l'heure.
c'est bien pour éviter de dupliquer le code. Mais le problème, c'est que nous, on a 5 applications. Donc potentiellement, 5 applications, il y a du code qui ne va pas être utilisé forcément par les 5 applications. Comment on fait du coup pour élaguer un peu ce code-là? On utilise 2 fonctionnalités. Une de ProGuard, qui permet de minifier le code via le minify enabled. Qu'est-ce que ça fait? Concrètement, ça regarde dans le code généré et ça regarde tout le code mort, le code qui n'est pas atteint, et le supprime au niveau des étapes de ProGuard. D'un autre côté, en complément par rapport à ça, il y a les shrink ressources qui, eux, du coup, vont regarder les ressources qui ne sont pas utilisées après le minify et qui vont pouvoir élaguer aussi ces ressources-là. Toujours pour continuer sur Gradle et surtout sur la mutualisation des ressources, c'est un cas qu'on a rencontré dès le début. C'est par exemple le cas des permissions. Les permissions, comme on a plusieurs applications qui communiquent entre elles, on a créé des permissions pour sécuriser les broadcasts, les content providers, les providers, etc. Et du coup, ce qu'on a eu besoin, c'est de mutualiser les constantes qui correspondent aux permissions. Et pour cela, on a utilisé au niveau de Gradle des définitions de constantes. Là, que vous voyez, du coup, là, pour le coup, c'est quand l'agent souhaite changer sa gare d'affectation. Et du coup, on a déclaré deux choses. Une qui permet de définir une string donc en tant que ressource comme ce qu'on utilise d'habitude, mais l'autre, c'est pour pouvoir utiliser cette constante aussi dans les manifestes. Donc, à partir de ces 2 définitions que vous voyez là, on va pouvoir utiliser de 2 manières différentes. Du coup, c'est la même constante, une au niveau du Android manifest de chaque application, et l'autre au niveau du code dans une activity ou autre qui a un contexte. On a aussi été face à une problématique qui est, on a plusieurs applications, on a toujours plusieurs tâches à lancer, notamment au niveau du CI, même au niveau des tests en local. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé les tâches personnalisées. C'est très pratique dans le sens où on peut définir autant de tasks qu'on veut. Et ça permet aussi, au niveau du CI, de ne pas avoir de faire de modifications ni de mise à jour au niveau des scripts de build lorsqu'on ajoute un nouveau module ou si on a des tasks qui changent. Juste pour information, les tâches personnalisées sont comme des tâches normales. On peut les imbriquer. Donc potentiellement, on peut les réutiliser dans d'autres cas. Là, en l'occurrence, on utilise notre tâche de test pour aussi, dans notre parcours de check de code. Dernière chose, on est donc dans une architecture de multi-applications. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de déployer toutes les applications tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un fichier qu'on appelait Continuous Deployment, dans lequel, à chaque itération, on rajoute une entrée. Et pendant l'itération, toutes les applications qui seront affectées par les changements de cette itération-là, on va y rajouter les noms des modules qui sont impactés. Du coup, à chaque fois qu'on push sur Develop, le CI lira ce fichier-là, il ne déploiera que les fichiers qui ont été impactés. Maintenant, on va passer à une problématique qui est également importante quand on a plusieurs APK. C'est comment est-ce qu'on fait pour partager des données? Comment est-ce qu'on fait pour communiquer des données d'un APK à un autre? Donc pour ça, on a utilisé un mécanisme que j'avais personnellement pas énormément utilisé avant d'avoir ce use case-là, qui est donc les content providers. Donc les content providers, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc une API qui est proposée sur le framework Android et qui permet de fournir une interface à partir du RI pour faire finalement des requêtes en CRUD, donc ajouter, supprimer ou modifier certaines données d'une application à une autre. Notamment, il y a pas mal d'applications publiques qui exposent leur content provider pour pouvoir aller récupérer des informations dessus. Donc on a décidé d'utiliser cette fonctionnalité-là du framework pour une raison qui est assez simple. En fait, on a pas mal de référentiels qui sont stockés dans l'application et qui ont besoin d'être réutilisés dans les différents scopes fonctionnels. Je vais prendre un exemple tout simple. Partout dans la SNCF, on travaille avec des codes à 5 lettres pour désigner les gares. Sauf qu'en fait, évidemment, sur les écrans,
On n'a jamais envie d'utiliser ces codes à 5 lettres, mais on a envie d'utiliser les libellés complets pour que ça parle à l'agent. Le problème qu'on a également, c'est que ce référentiel, il est assez gros. Donc on a toutes les gares de France, toutes les gares d'Europe. Donc finalement, c'est un espèce de gros fichier plat qui fait 20 ou 30 000 lignes. On s'est dit que ça serait assez moche d'avoir ce référentiel porté dans les différents APK. Donc du coup, on a voulu avoir finalement un système de communication entre les différents APK pour que ce soit un seul APK qui charge ces informations. Et ensuite, si dans un autre scope fonctionnel, s'il y a besoin d'aller récupérer ces informations, eh ben, on va appeler via un content provider cet APK qui porte le référentiel pour récupérer le libellé de la gare. Donc finalement, si on fait un petit schéma de comment est-ce que ça fonctionne, donc là on est dans notre premier cas, c'est simple, on a notre référentiel de gare, on va l'utiliser dans l'application main. Du coup, on a un repository, très bien, qui va faire éventuellement notre requête réseau et qui va stocker en base. Donc c'est lui qui porte le référentiel. Maintenant, on se rend compte que dans notre app control, eh ben, on aurait envie également d'avoir accès à ces référentiels de station, parce qu'on a envie d'afficher des libellés de gare. Du coup, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans AppCommon et on va définir une interface pour ce repository. On va également donc mettre une implémentation. Donc évidemment, le main station repository, il va implémenter notre interface station repository d'AppCommon. Et on va avoir dans control un autre repository qui, lui, ne va pas faire de requête réseau, qui ne va pas avoir de base de données, mais qui va également implémenter cette interface station repository. Et donc, on va faire un appel au content provider. Donc, on va avoir un station content provider qui va être défini, lui, dans AppMain, et qui va appeler le main station repository, et qui va ensuite repasser les informations via le mécanisme de content provider au control station repository, et ensuite ça va revenir là où on en a besoin, c'est-à-dire dans la control activity. Donc en fait, l'intérêt qu'on a ici d'avoir mis une couche d'abstraction pour le station repository, pour notre interface, c'est que quand on va être dans main activity ou dans control activity, et ben en fait on va pouvoir appeler de la même façon, demander de la même façon un libellé de gare, qu'on soit dans l'application main qui possède en vrai le référentiel, ou qu'on soit dans notre application control. Donc de cette façon-là, on n'a pas de distinction à faire en fonction de l'app dans laquelle on est, si le référentiel est stocké vraiment local ou si on doit faire appel à un content provider. Donc ça nous permet d'être totalement agnostique et d'avoir finalement une compréhension qui est beaucoup plus claire. Par exemple, quand quelqu'un va arriver sur le projet, il ne va pas avoir à se poser la question en fait, d'où vient ma donnée? Est-ce que je l'ai vraiment stockée dans cette APK? Ou alors est-ce qu'elle provient d'un content provider? Il va juste utiliser cette interface, il va l'injecter là où il en a besoin, il va l'utiliser, et tout va être totalement transparent. Donc c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement pratique quand on veut onboarder des nouvelles personnes sur le projet. Ça permet de simplifier énormément l'utilisation qu'on a des partages de données entre les différents APK. Voilà, pareil, un petit exemple de comment ça va fonctionner. En fait, on va définir dans le manifeste le content provider, on va définir une authority, on va définir un URI scheme, et ensuite, très simplement, dans notre repository, on va pouvoir appeler via une URI, sans connaître évidemment la classe station content provider, et ensuite on va récupérer les informations. Donc voilà, c'est quelque chose qui marche assez bien, même si par contre il y a pas mal de boilerplate quand on le met en place, parce qu'il faut utiliser des curseurs, il y a pas mal de petites choses à faire. Donc quand on doit partager des informations, ça nécessite un certain coût en premier lieu pour mettre toute cette mécanique en place. Du coup, toujours dans cette optique d'avoir plusieurs applications, on arrive dans le cas où on a besoin d'écouter les informations et aussi de les propager. Et pour cela, on utilise les broadcasts. Bon, je pense que vous utilisez tous pour écouter typiquement les changements d'état du réseau et autres changements d'état du système. Nous, pour le coup, par exemple, on a utilisé pour mutualiser la gestion des notifications. C'est-à-dire, nous, on utilise Firebase Messenger, qui nous permet de nous notifier quand il y a des nouvelles données en temps réel qui arrivent. Donc, ce qui se passe, c'est que au lieu pour chaque application d'implémenter ce service-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé par l'application main, qui, elle, va implémenter ce service. Ensuite, l'application main va transformer les informations en des notifications qu'on appelait Cosmo Notifications.
et qui seront du coup broadcastés à toutes nos applications filles. Ce qui nous permet du coup d'implémenter qu'une seule fois cette gestion de notification Firebase et de gérer nous-mêmes ensuite le reste. La spécificité ici, c'est que du coup l'application main n'est pas au courant de ce qui se passe au niveau des applications filles. Là, elle se contente uniquement de propager l'information. Pourquoi je précise ça? Parce qu'on a un autre cas, qui est la synchronisation des états. Je prends un exemple concret, c'est le cas de la déconnexion. Au niveau de l'application main, notre déconnexion et notre connexion, elle est gérée au niveau de notre application Cosmo. Nos logins sont gérés au niveau de l'application main. Du coup, ce qui se passe concrètement, c'est quand on fait une demande de déconnexion, on a besoin que toutes les autres applications qui ont des choses à faire effectuent leurs tâches avant d'effectuer concrètement la déconnexion. Donc, comment on a fait ça? On a utilisé Ordered Broadcast de manière un peu détournée. Et je vais vous expliquer pas à pas qu'est-ce qui va se passer. Du coup, Ordered Broadcast par rapport à un broadcast normal, elle ne va pas juste notifier toutes les applications qui sont à l'écoute. Déjà, ce qui va se passer, c'est qu'elle va notifier une par une toutes les applications de manière séquentielle. Et ensuite, elle va être notifiée de la fin de ce broadcast. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous, on va envoyer une action de déconnexion à toutes nos sous-applications. Il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et là, par exemple, prenons le cas où c'est l'après-GUL qui reçoit. Qu'est-ce qui va se passer? L'après-GUL va vérifier si elle a des choses à faire ou pas par rapport à cette déconnexion. Dans le cas où elle a quelque chose à faire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'inscrire en modifiant le bundle qu'elle a reçu, s'inscrire et commencer sa tâche en arrière-plan. Notons que du coup, les broadcasts, une fois qu'elle passe de receveur en receveur, elle peut être modifiée par ce receveur. Donc là, ce qui nous permet du coup de modifier l'action avant qu'elle passe à la suivante. Et là, en l'occurrence, on s'y est inscrit. Ensuite, AppControl va recevoir aussi cette action qui du coup, elle a été mise à jour avec l'inscription. Qu'est-ce qu'elle va faire aussi? C'est pareil. Elle va vérifier s'il y a des tâches à faire et elle va s'inscrire. Mais en même temps, du coup, elle ne va pas garder la main parce que le receiver traite sur le main thread. Donc, elle va revenir sur l'application main. Là, du coup, à ce moment-là, main va se rendre compte qu'elle a deux applications qui sont en attente de traitement par rapport à cette déconnexion. Donc, elle ne va rien faire pour l'instant. Mais par contre, dès lors qu'elle reçoit le retour de ce broadcast, ce qui va se passer, c'est qu'elle va quand même vérifier est-ce qu'entre-temps, je n'ai pas reçu déjà des acknowledge des autres applications. Une fois qu'elle va commencer à recevoir un acknowledge, cet acknowledge, comment ça se passe? C'est un broadcast du coup que l'application Regule va broadcaster avec une action qui a été émise par l'application main dans son action au départ. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va du coup supprimer dans la file d'attente l'application Regule qui était en train de faire un traitement. De même, quand l'application contrôleur a fini, elle va aussi broadcaster cette action-là. Cet acknowledge-là, il peut être soit je me suis bien terminé, soit c'est une action qui signifie qu'elle a échoué. Donc dans les deux cas, l'application fille doit toujours notifier l'application main que sa tâche est finie. Et une fois qu'elle reçoit ces acknowledge, l'application main va déterminer si elle doit ou pas continuer la déconnexion. Typiquement, si quelque chose a échoué, après c'est fonctionnellement à choisir ce qu'on doit faire. Maintenant, on va passer à la partie dans laquelle on va vous exposer un petit peu notre retour d'expérience sur ce type d'architecture qu'on a pu mettre en place. Tout d'abord, nos points d'attention techniques. Donc, le premier, c'est sur les content providers, j'en ai déjà un petit peu parlé, sur la quantité de boilerplate à mettre en place dès qu'on a un content provider, qui est un petit peu un frein au début, quand on commence à faire du partage de données via ce mécanisme. Alors il faut nuancer ça avec le fait que si on a un découpage qui est bien conçu, ça minimise en fait le nombre de données qui doivent être partagées d'un APK à un autre. Et du coup, on n'a normalement pas besoin de faire beaucoup de content provider. Si vous avez deux APK qui ont constamment besoin d'échanger des informations, c'est peut-être que le découpage fonctionnel n'a pas été très bien réalisé et que du coup, il faudrait peut-être fusionner ces APK en un seul.
Concernant les message broadcast, donc, on a également rencontré des soucis. Parfois, on a rencontré des soucis sur certains messages qui étaient broadcastés qui n'arrivaient tout simplement jamais. En fait, on a contourné un petit peu le problème en mettant une priorité plus élevée, dans la priority foreground. Donc voilà, c'est quelque chose qui est probablement, enfin un mécanisme qu'on a peut-être un petit peu détourné, parce qu'on envoie énormément de messages. Et donc du coup, faire attention à la quantité d'informations qui est diffusée via les broadcasts. Dans un troisième point qui peut être un petit peu compliqué, et qui est le versionning des interactions entre les apps. Donc nous, grâce au MDM, on peut se permettre en fait d'avoir des mises à jour qui sont forcées. Donc du coup, on sait, on connaît exactement l'état des versions des différents APK qui sont installés par nos utilisateurs. Du coup, on n'a pas de problème d'une vieille app main qui voudrait communiquer avec une app control plus récente. Mais dans le cas où on s'était retrouvé dans un système de déploiement un peu plus souple, on aurait eu besoin de gérer ce type de compatibilité. Et donc on aurait dû passer avec notamment des systèmes de versionning, un petit peu comme une API, qui aurait encore engendré un peu plus de lourdeur sur ces échanges d'informations et sur les URI schemes pour passer d'un écran à un autre. Donc voilà pour les points d'attention technique. Il y a également quelques points d'attention fonctionnelle. Donc le premier, il concerne le découpage des APK. Donc il faut savoir que c'est assez tôt qu'on est obligé de définir que telle fonctionnalité va aller dans telle APK, telle fonctionnalité dans un autre APK. Et il faut bien réfléchir à comment on fait ce découpage, parce qu'ensuite, une fois que vous avez commencé à faire vos développements sur des APK séparés, même si on est sur du monorepo, ça va être assez compliqué, assez lourd de déplacer tout un scope fonctionnel d'un APK à un autre. Donc en général, on se retrouve un peu trop tard à s'apercevoir que voilà, on a des choses qui sont finalement trop proches, qui auraient peut-être dû être mergées, et du coup ça nous fait perdre du temps à définir des content providers, définir plein de protocoles d'échange qui n'étaient finalement pas très pertinents avec un tel découpage. Et il y a également autre chose qui est assez important, qui est de sensibiliser l'ensemble de l'équipe au découpage qui a été effectué. Donc ensemble de l'équipe, évidemment les développeurs, mais aussi les PO et les testeurs, pour que quand il y a, je sais pas, une anneau qui est détectée par exemple, et bien que tout le monde soit capable de dire très rapidement, bah, ça concerne tel APK ou tel autre APK, pour finalement qualifier les problèmes qui peuvent se poser plus rapidement. Alors est-ce que la promesse a été remplie? Donc, je vous rappelle, la promesse c'était de diminuer les temps de recette global de l'applicatif Cosmo. Donc on a constaté qu'effectivement il y a certains scopes fonctionnels, notamment ceux qu'on a développés en premier, qui étaient séparés dans une app, qui ont été shippés en premier et qui ne bougent plus énormément. Donc du coup, on peut se permettre de développer des nouvelles features de contrôle et de régule sans toucher cette entre guillemets vieille APK. Donc du coup, les temps de recette sont allégés parce qu'ils n'ont pas besoin de couvrir tout le scope fonctionnel. Donc de ce point de vue-là, c'est un pari rempli. L'inconvénient qu'on a par contre, c'est qu'on doit gérer donc, des tests de compatibilité entre les différentes versions. Donc ça nécessite pas mal de temps à nos équipes de recettes. Et juste pour ajouter donc, pour la fin que là on est encore dans une phase de développement on va dire intensive, on est 10 développeurs. On verra, donc c'est à voir dans la suite, quand on sera dans des phases de build un peu plus stables, donc il n'y aura que des bugs fixes ou peut-être des petites features, seulement des petites features. Normalement c'est à ce moment-là que l'archi devrait prendre tout son intérêt, puisqu'on se retrouvera avec énormément de features, et sauf qu'à chaque sprint, on développera finalement qu'un seul APK et on devra relivrer qu'un seul APK. Donc pour l'instant, nous, même si on perd énormément de temps, on ne voit pas tellement l'intérêt à ce jour d'une telle architecture, mais par contre, on pense que dans les prochains mois, dans les prochaines années, il faut savoir que l'application Cosmo, c'est une application qui est prévue pour durer une dizaine d'années, et bien les équipes de recettes vont y trouver un intérêt assez important. Voilà. Et pour finir, donc quelques takeaways. Donc on a vu qu'une telle architecture qui pouvait sembler un petit peu étrange au premier abord est totalement réalisable avec les outils proposés par le framework Android, donc notamment les content providers pour le partage de données, les message broadcast, pareil pour le partage de données, partage d'informations, et les URI schemes pour faire de la navigation d'un écran à un autre quand on a plusieurs APK. Et donc notre avis à nous, c'est que ça entraîne des lourdeurs d'implémentation qui sont assez importantes, même si du coup le challenge technique en fait était super intéressant pour nous. C'était vraiment génial de découvrir ces
ces aspects assez peu conventionnels, on va dire, de faire une application Android. Donc voilà, pas mal de lourdeur, mais du point de vue technique, un gros kiff de notre part. Voilà, c'est tout pour nous. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps. Il y a juste un micro. Merci pour ce talk. Je voulais juste revenir sur la partie où vous avez des broadcasts et vous avez des acknowledgements. Je me demandais si jamais une des applications qui doit lancer un acknowledgement sur l'app main plante pendant son background work ou juste plante, comment ça se passe du coup? Parce que j'imagine que l'app main va attendre l'acknowledgement indéfiniment. Non, on a implémenté un système de timeout en fait, au niveau de main, qui considère que la déconnexion est prioritaire. Donc au bout d'un certain temps, je ne sais plus exactement combien de temps, on va considérer que les applications qui sont en attente ont été... Il faut savoir aussi que quand on se retrouve dans ce genre de cas, on a finalement des cas fonctionnels un petit peu tordus, des choses qui évidemment en théorie ne devraient pas se passer mais qui dans les faits se produisent toujours. On a des mécanismes de log pour faire remonter ce type d'informations qui nous permettent en fait de qualifier quel va être le contexte dans lequel le problème se produit pour pouvoir éventuellement le corriger par la suite. Donc on a des mécanismes de fallback effectivement quand on a des défaillances à ce niveau-là et également des moyens de qualifier le problème pour essayer de le corriger. Mais effectivement, c'est des choses, on l'a rencontré, c'est pour ça qu'on a mis ce timeout là en place pour essayer de pallier un peu le problème. Est-ce que vous avez envisagé la sérialisation avec de l'AIDL pour remplacer les broadcasts par exemple et parler juste entre les différents process ou éventuellement partager le même ID pour avoir un seul process avec vos 5 API? je t'avoue que non. On a réfléchi à des services ou d'autres systèmes, mais on n'a pas poussé ce sujet un peu plus loin. Et aussi, ce qui était très important pour nous avec l'AIDL, il me semble que tu couples en fait les différents APK qui communiquent entre eux. Et nous, ce qu'on voulait, c'est garder vraiment des contraintes d'interface totalement agnostiques entre les différents APK. Ce qui se passe, c'est qu'on définit une interface en gros, une espèce d'API entre les APK. Effectivement, c'est quelque chose qu'on... Ouais. Après, en fait, là c'est la version simplifiée dans le sens où on a créé en gros un gros vapeur au-dessus de ce mécanisme de broadcast qui nous permettrait techniquement de réimplémenter un autre système de communication plus tard et qui n'impacterait pas du tout les autres. Merci beaucoup pour le talk. Maintenant, comme vous avez vraiment super bien découpé tous les modules qui sont agnostiques et tout, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire plusieurs APK? Est-ce que tout simplement tout ça pourrait pas cohabiter dans un seul APK et malgré tout vous pourriez quand même faire les tests que vous voulez? Je pensais en fait notamment à récemment il y a Google qui a mis en place les applications bundles avec les dynamic features. Et du coup, peut-être que ça vous simplifierait la vie, je sais pas. Alors, en fait, c'est quelque chose qu'on y avait pensé. Pas cette solution-là précise, mais c'est la problématique qu'on s'était demandé pourquoi est-ce qu'on avait découpé. Dans la tête de la SNCF, un critère important pour la SNCF, c'est que quand on relivre un nouveau binaire, si on sait qu'il y a telles features qui sont dedans, il faut absolument retester toutes ces features. Donc, au début, on s'est dit effectivement, faites-nous confiance, ce morceau de code-là, il est bien cloisonné, on n'y a pas touché, pas besoin de le retester. En fait, c'est tellement critique d'avoir quelque chose qui est sans bug et qui est totalement testé de A à Z qu'à chaque fois qu'on relivre un APK, ils auraient été obligés de retester vraiment toutes les features qui sont dessus. Donc c'est vraiment ce côté très très critique dans l'application. C'est utilisé par des contrôleurs qui vont travailler 8 heures, 10 heures par jour sur leur application. Si jamais il y a un problème, les mecs ils sont là, ils ne peuvent pas travailler. Et du coup, ils ont des critères de tests et de recettes qui sont vraiment très très poussés. Et c'est pour ça qu'ils nous ont finalement demandé de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait cloisonner pour redéployer seulement en partie. Sinon, effectivement, on serait parti sur quelque chose comme on aurait bien découpé comme ça, mais avec shippé en un seul binaire. Mais malheureusement, c'est une solution qui ne convenait pas à nos clients. Du coup, si vous avez 16 modules, vous avez dû bien jouer avec Gradle. Et je me demandais au niveau des dépendances, comment est-ce que vous choisissez entre API et implémentation? C'est ça vous? Je ne répondrai pas à ça. Non, non, effectivement,
On a eu quelques difficultés, pour être tout à fait honnête, pour essayer d'avoir quelque chose de bien isolé et effectivement bénéficier de ce découpage en modules. Il faut savoir que nous, la raison pour laquelle on a découpé en modules, c'est pas vraiment pour des raisons de temps de build diminué, mais c'est beaucoup plus pour des raisons d'isolation de code. C'est-à-dire que pour être sûr que quand on est dans tel module, on ne va pas pouvoir avoir la possibilité d'injecter ou d'utiliser telle fonctionnalité. Donc du coup, c'est un aspect effectivement de Gradle qu'on n'a pas creusé à fond. Mais en fait, le découpage en modules, c'était pas motivé par diminuer des temps de build. Mais c'est vrai qu'on a potentiellement des axes d'amélioration à faire là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas trop cette douleur-là sur les temps de build, mais quand ça apparaîtra, on sait qu'on pourra jouer là-dessus. Ouais. Du coup, si vous utilisez FCM, est-ce qu'il y a le Play Store sur ces téléphones custom? Ou est-ce que Oui. il y a quand même Play Oui. Services En fait, là, notre MDM est une surcouche de Android Enterprise. Et du coup, on a un Play Store qui est du coup privé, Ok. mais qui est totalement managé du coup par la SNCF. Et du coup, est-ce que vous amenez de la sécurité entre vos applications pour que pas qu'il y ait une application qui se fasse passer pour régule ou qui se fasse passer pour contrôle? Ouais. En fait, le store auquel ont accès les contrôleurs, c'est vraiment quelque chose de totalement cloisonné. C'est-à-dire qu'ils vont lancer c'est comme le Play Store, ils le lancent, mais ils n'ont que 4 applications installées. Donc du coup, c'est absolument impossible de pouvoir usurper, entre guillemets, l'application. Même avec ADB, par exemple, tu peux pas installer. Non, parce que tu maîtrises totalement le device en fait, via le MDM, et tu peux désactiver tout ça. Voilà. D'ailleurs, c'est quelque chose qui nous pose pas mal de soucis quand on veut qualifier certaines anomalies. C'est qu'ils nous disent je rencontre tel problème sur mon device en production avec le MDM, donc totalement cloisonné, on ne peut absolument rien faire dessus. On ne peut pas lire les logs, on ne peut pas pousser des APK dessus. Donc on est un petit peu prisonnier et on doit espérer de réussir à reproduire ça sur des environnements de qualif pour corriger le problème. Juste pour compléter par rapport à ça, c'est qu'on a du coup un système de log que nous qu'on envoie sur notre serveur, notre backend, qui permet de remonter des informations, des actions de l'utilisateur ou des informations assez pertinentes pour pouvoir essayer de débugger tout ça. Encore une question. Vous avez donc 5 APK, c'est ça? Oui. Et ils tournent tous dans un processus différent. Ouais. Et du coup, je me demandais si par exemple, tu as AppMain qui meurt parce que le système l'a tué, parce qu'il n'y a plus de mémoire ou je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je ne vais pas trop dire de bêtises, mais il me semble que si ton AppMain est tué par le système, quand tu vas appeler avec un content provider, par exemple l'AppMain, elle va être réveillée, elle va revenir en mémoire, elle va se recharger. Donc ce qui risque d'y avoir, ça va être éventuellement un temps de chargement plus long. C'est-à-dire que si AppMain est chargé en mémoire, tu l'appelles avec content provider, ça va être quasiment immédiat. Par contre, si elle est tuée parce que elle consommait trop de mémoire, une raison X ou Y, elle va devoir être relancée et donc le chargement va être un petit peu plus long. Et du coup, pour les broadcasts, quand vous déclarez les receivers, vous le faites dans le manifeste? Vous ne le faites pas en dynamique? Non. Non. Par contre, attends. Les broadcasts normaux, on les Ouais. fait dans manifeste. Les broadcasts, order de broadcast, je suis pas sûr. D'accord. Je préfère pas te dire de bêtises. Merci beaucoup pour ce talk. J'avais une question du coup, vu que vous avez plusieurs APK différentes, est-ce qu'il est possible d'installer seulement une partie des APK ou voire de désinstaller sur les 5 ou d'installer une APK sans que ça impacte forcément les autres, sans que ça désinstalle les autres par exemple? Alors en production, c'est impossible. À partir du moment où tu as ton device entre les mains, c'est le MDM qui nous assure qu'on a toutes les applications qui sont installées. Et après, tu ne peux pas les désinstaller. Donc c'est super simple. On sait par construction en gros du MDM qu'on va avoir tous nos APK qui vont être déployés. Après par contre, évidemment, quand on est nous sur nos devices à nous ou en recette, c'est pas la même histoire. C'est-à-dire que si un APK n'est pas installé, qu'on essaye de faire une redirection avec un URI scheme, comme on n'a mis aucune protection parce qu'on sait qu'en production ça n'arrivera jamais, on a un crash dégueulasse qui se passe quand tu passes d'une activité à une autre. D'accord, merci. Par contre, pour compléter, potentiellement on peut avoir par contre pas toutes les applications qui sont déployées partout. Typiquement, si le contrôleur ou l'agent a des droits restreints, techniquement il ne pourra pas par exemple effectuer des régularisations
il est possible qu'on pourrait ne pas installer du coup cette application-là. Ce n'est pas le cas actuellement, mais c'est une chose qui est possible. Et là, du coup, ce sera le MDM qui le désinstallera à distance et non nous ou l'utilisateur qui fera quelque chose. D'accord. Ou alors du coup de l'installer, mais du coup de la bloquer d'accès à partir de l'application. De toute manière, elle sera bloquée en soi parce que on vérifie systématiquement les droits d'accès de l'utilisateur qui nous sont remontés par le système d'authentification de la SNCF. Donc même s'il arrive à lancer l'application, techniquement, on va le débooter parce qu'il n'aura pas les droits.